kiosque d'Europe 1, ouvert par Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec autour de la table comme chaque matin Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning Alex. Guten Morgen, lieber Thomas. Lieber Thomas, nous allons en Allemagne. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin une info politique que vous n'entendez pas ailleurs. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, on va commencer avec vous et on va parler pétrole. Le pétrole qui n'a pas fini de baisser, son prix pourrait encore être divisé par 2. C'est en tout cas ce que dit la banque Goldman Sachs. Ouais, il faut peut-être attendre avant de remplir sa cuve de fuel. En tous les cas, la banque Goldman Sachs vient de réviser à la baisse ses prix pour les prix du pétrole. Et elle écrit même, alors elle dit même si ça n'est pas notre scénario central, il est possible que le pétrole aujourd'hui est à $45. Elle dit il est possible qu'il tombe à $20 le baril. Donc vous voyez, plus rapidement, que divisé là. par 2, oui, dans les 12 mois qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'on a une offre surabondante comme jamais, avec d'une part le schiste américain, les producteurs qui continuent de produire massivement, et puis vous avez tous ces pays du Golfe Persique, Arabie Saoudite, Irak et Iran maintenant, qui ont massivement besoin de produire parce qu'ils ont besoin d'argent face aux troubles politiques, à la déstabilisation politique. Et en face, vous avez une demande chinoise qui s'est écroulée. Résultat, vous avez des stocks de pétrole qui débordent. Alors Voilà. ne m'envoyez pas de ramener ça au coin de notre rue, mais est-ce que ça veut dire que les prix à la pompe vont continuer de baisser, vont baisser sérieusement? Ah bah écoutez, si le pétrole est divisé par 2 et si on prolonge les courbes, ça veut dire que le super samplon 95 va passer de 1,30 € à moins de 1,20 € et ça veut dire que pour le diesel, on va approcher les 1 € le litre. Voilà, donc à la clé pour les particuliers, ça veut dire à nouveau 5 milliards d'euros d'économisés dans les 12 mois qui viennent, c'est-à-dire plus que les baisses d'impôts de François Hollande de 2 milliards et idem pour les entreprises parce que ce sont les deux qui en profitent. Donc vous voyez cette baisse des prix du pétrole qui devrait se poursuivre selon Goldman Sachs, c'est une très bonne nouvelle pour la croissance. Alors, C'est pas bon pour l'environnement. Voilà, ça l'est moins pour la planète. Bon, Encore que, il y a ceci de positif avec un baril à $20, c'est que ça rend non rentable l'exploitation de la banquise polaire. Oula. Ça coûte très cher de forer sous la banquise. Et donc, tant que le baril est bas, eh bien, vous êtes certain qu'aucun pétrolier n'ira forer sous la banquise. Alex Taylor. Oui, moi j'ai entendu par quelqu'un que je connais qui travaille à Dubaï. En fait, tout ça, c'est pour baisser le prix, pour que les Saoudiens puissent tout acheter, parce que tous les autres vont faire faillite, pour que les Saoudiens puissent faire remonter le prix après. Vous avez raison, il y a une bataille des prix du pétrole en ce moment. Il y a un espèce de dumping, vous voyez, comme le fait parfois la grande distribution. On arrose pour faire baisser les prix et faire couler les plus faibles. Ah oui, c'est un billard à plusieurs bords. Voilà. Et bien Alex Taylor, puisque vous nous parlez pétrole, vous aussi nous parlez de l'Allemagne. L'Allemagne qui suspend donc Schengen à ses frontières avec l'Autriche. Là, on a besoin de savoir, grâce à vos lumières, ce qui explique vraiment ce revirement. Vous voulez que je vous raconte les coulisses? Alors, Ouais. le déclencheur de tout ça, en fait, c'est un coup de fil du leader de la droite bavaroise samedi soir avec Angela Merkel menaçant carrément de quitter la majorité. C'est ce qui sort dans la presse ce matin. Munich n'en peut plus déjà. Il y a 60 000 personnes qui sont arrivées. Lui, j'ai déjà répondu dans la presse en disant, vous savez, on ne peut pas créer une petite ville chaque jour quand même et c'est difficile de remettre le bouchon dans la bouteille. C'est une citation de la semaine dernière. Mais alors, quelles conséquences pour cette décision alors? Énorme. Il y a déjà évidemment des embouteillages de chaque côté de la frontière, mais le vrai problème, c'est ceux qui veulent gagner la grande Germanie, l'Allemagne, sont bloqués en Autriche ou pire, en Hongrie. Amnesty International parle d'un chaos complètement dangereux ce matin. Mais comment on réagit en Allemagne? Parce que c'est vrai que jusqu'à hier, en fait, l'Allemagne, c'était la générosité, c'était la porte ouverte, c'était les bras tendus, et là, Il y avait boum, on déjà ferme tout. tel que c'était reporté en France, mais il y avait déjà quelques petits trucs dans la presse allemande Ça hier faisait en débat, disant déjà. on peut pas prendre sous ces gens. Et ce matin, c'est l'hécatombe. Merkel perd en une journée son capital sympathie plutôt que de bronzer dans les spotlights de la com internationale. Je cite le Tageszeitung. Elle devrait utiliser son poids pour imposer une solution vraiment européenne. En fait, tout ça, c'est plutôt une menace aussi pour d'autres pays qui ont réagi un peu mollement, comme la Pologne et la Grande-Bretagne aussi. Et puis la une du Süddeutsche Zeitung ce matin, c'est très révélateur. Wir schaffen es doch nicht. Malgré ce qu'on a cru, on ne va pas y arriver. Pas seulement financièrement, mais aussi pour des raisons sociétales. Et ce journal, de gauche, c'est vrai, mais de centre-gauche, parle d'une erreur monumentale, la plus grande de son mandat à la chancellerie. Puis j'ai regardé en deux mots la presse ailleurs aussi. En Autriche, on dit, à nous, alors qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde bloqué chez nous, on est censé faire quoi? Mais la situation est quand même très complexe parce qu'il faut savoir, par exemple, et ça personne n'en parle, devant le Parlement de Budapest hier, il y a des milliers de Hongrois en disant, Viktor Orban, tu devrais avoir Le Premier honte. ministre hongrois, Viktor Orban, Alexandre Cara. Il faut quand même noter une chose, c'est que Munich, à elle toute seule, a accueilli déjà près de 3 fois ce que la France
a prévu elle-même d'accueillir. Donc vous Oui, non, c'est vrai imaginez que la c'est situation. C'est Ça une fait- petite ville en plus. Elle est riche mais petite. Et en tout cas, ce que vous nous révélez ce matin et ce qu'on n'avait pas entendu jusqu'à maintenant, c'est que en fait, la coalition a failli exploser ce week-end et c'est ça aussi, et peut-être ça surtout, qui explique le changement de C'est pied dans Bild ce matin, un journal allemand. Alexandre Carra, vous nous révélez que le ministère des Finances en France croule sous le nombre de demandes de régularisation fiscale. Oui, c'est surréaliste, hein, Thomas. À tel point que je peux vous dire qu'il y a tellement de dossiers qui ont été déposés que les services qui s'occupent de la traque des avoirs fiscaux à l'étranger ne pourront pas venir à bout de tous les dossiers d'ici la fin de l'année. Alors la bonne nouvelle, évidemment, c'est que ça va être une année record 2015 en termes de régularisation fiscale. Le gouvernement table sur une rentrée de près de 2,7 milliards d'euros. Mais ça veut dire quoi, Alexandre? Que ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus, que les services de Bercy sont débordés? Ça veut dire surtout que personne ne s'attendait à un tel afflux de dossiers. Imaginez que depuis juin 2013, le ministère des Finances a reçu 44 000 demandes, essentiellement concernant des comptes en Suisse, mais aussi en provenance du Luxembourg ou de Singapour. Actuellement, c'est plus d'une centaine de dossiers qui arrivent par semaine. Alors, pour réagir, Bercy a ouvert 6 nouveaux centres en province et en banlieue parisienne. Mais malgré ça, il faudra du temps pour écluser tous les dossiers. Et pourquoi il y a cette avalanche là? Les exilés fiscaux sont subitement pris de remords? Non, pas vraiment, On va Axel. vous donner le le numéro, savez, Axel, on- vous inquiétez pas. On les a un peu aidés. À partir du 1er janvier 2018, va se mettre en place ce qu'on appelle l'accord sur l'échange automatique d'informations. Et à cette date, les banques suisses, par exemple, devront être totalement transparentes Ah oui. sur les avoirs de leurs clients Donc, français. Ils sont sûrs de se faire avoir s'ils n'y vont pas de gré. Évidemment. Ils seront pris de force par la brigade. En attendant, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les finances publiques. Là, vous nous disiez 2,7 milliards déjà pour cette Oui, année. et pour vous donner un ordre d'idée, le montant moyen des dossiers de régularisation s'établit aux alentours de 900 000 euros. Et surtout, depuis 2013, ce sont au total 25 milliards d'euros qui sont sortis de l'ombre fiscale. Pour vous donner un ordre d'idée, 25 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB de l'Estonie ou C'est du plus que budget- les recettes sur le pétrole. Exactement, ou du budget du ministère de l'Intérieur en France. taxes Donc vous sur le voyez, c'est pétrole. colossal. Eh bien, ce sont des chiffres qui parlent et des infos qui claquent, les infos politiques d'Alexandre Carra tous les matins dans le kiosque d'Europe 1. Tout de suite, on innove. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, ce matin, vous nous présentez une révolution potentielle pour nos oreilles. Ce sont des comprimés à avaler contre les pertes d'audition et les acouphènes. Et oui, au lieu de porter des appareils auditifs, peut-être que dans quelques années, nous avalerons ces comprimés ou alors nous porterons des patchs pour permettre de bien entendre. C'est les travaux d'une équipe de recherche de l'INSERM de Montpellier, relayés aujourd'hui par la start-up Sensorion, qui sont très prometteurs. Ces scientifiques ont identifié 2 molécules capables de restaurer en partie l'activité des cellules auditives dans l'oreille interne quand elles sont endommagées. Donc ça devrait permettre de lutter contre les vertiges, contre les acouphènes et même de lutter contre la perte d'audition, que cette baisse d'audition soit due à un traumatisme, par exemple après un concert, ou qu'elle soit due à l'âge. Mais ces molécules, elles réparent vraiment les cellules auditives? Ah oui, alors il faut qu'elles soient prises suffisamment tôt, ces molécules. En tout cas, c'est ce qui ressort de tests menés sur des rats. Les rongeurs ont été soumis à un choc sonore. C'est l'équivalent du bruit d'un avion qui décolle. Et après une perte d'audition temporaire, eh bien, les rats ont retrouvé 25 à 30 décibels d'audition. C'est beaucoup grâce à ces molécules qui ont donc réveillé en quelque sorte les cellules auditives endommagées avant qu'elles ne disparaissent définitivement. Moi, j'ai des acouphènes depuis 10 ans à peu près et j'étais voir plusieurs médecins qui me disent en fait, on ne sait pas du tout à quoi c'est dû. On raconte les trucs. Voilà. Est-ce qu'on sait maintenant à quoi c'est dû les acouphènes? Alors, c'est dû effectivement à l'atteinte de cellules dans l'oreille interne et c'est vrai qu'on n'a pas sur le marché aujourd'hui de médicaments efficaces, de dispositifs efficaces. On peut mettre des appareils auditifs pour. C'est parce que vous n'aviez pas la bonne radio dans l'oreille avant, il paraît. Il paraît que c'est ça la vraie raison. Alors, donc là, l'espoir est permis. Il faut juste maintenant que ces molécules soient testées chez l'homme, ce qui sera fait l'année prochaine en 2016. Il y a des essais de phase 2 qui sont prévus. Et si la piste est bonne, on pourrait avoir un médicament vers 2020 ou 2023. Et donc ça, ce sont les travaux de la start-up française. Il y a une dizaine d'équipes dans le monde qui travaillent sur ce type de molécules, médicaments, donc pour entretenir nos oreilles. Ce qui fait que dans les générations futures, peut-être qu'on ne saura plus que ce qu'est un sonotone ou une prothèse auditive. C'est fou ça. Hein. Bon, un patch ou un comprimé à la place. On se retrouve demain. On se retrouve demain, les amis, pour le kiosque de 7h15.